Et bienvenue dans les méthodes sur les probabilités. Et pour commencer, nous allons faire l'utilisation d'une variable aléatoire. Donc l'énoncé est le suivant. On lance 3 fois un dé, 3 fois de suite un dé, à 6 faces. Le joueur gagne 6 euros s'il n'obtient aucun 1 et aucun 2. Et il perd 3 euros dans le cas contraire. Soit x, la variable aléatoire égale au gain du joueur, x ne peut prendre que les valeurs moins 3 et 6. La question c'est déterminer la probabilité pour que x égale 6. Et suite à ça, la loi de probabilité de la variable aléatoire x. Et enfin, estimer l'espérance mathématique et la variance. Voilà, alors les conseils, quand on fait un tel exercice, généralement, on commence par faire un arbre parce que ça simplifie les choses. Puis on analyse l'arbre en fonction des questions qui sont posées. On va regarder pour chacun des, des valeurs des variables ici, avec leur gain associé, à quelle situation ça correspond, et déterminer donc le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Ça permettra de déterminer ces probabilités. Et enfin, bien connaître les formules des espérances mathématiques et de la variance permet de répondre aux questions les concernant. Alors souvent, on demande aussi l'écart type, en plus de la variance. Voilà. Donc on y va pour la résolution. Voilà, donc on va lancer une première fois le dé. On va avoir 6 possibilités. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On lance une deuxième fois le dé. On a 6 possibilités. Et si je reprends juste la branche du haut pour lancer une troisième fois le dé et voir ce qu'il se passe, on va de nouveau avoir 6 possibilités là-bas. Donc au total, on peut déjà se dire que le nombre d'issues possibles, ça va être 6 fois 6 fois 6, ce qui fait 6 au cube résultat possible. Ça, c'est déjà une première chose lorsqu'on analyse la situation, l'énoncé. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne encore dans l'énoncé? On nous dit que s'il n'y a aucun 1 et aucun 2 qui sort, alors le joueur va gagner 6 euros. Et dans le cas contraire, le joueur va perdre 3 euros. Et on nous demande donc, qu'en est-il de la probabilité pour que x soit égal à 6? Où x est la variable aléatoire associée au gain du joueur. Voilà. Alors, comment est-ce que je fais ça? Eh bien, je vais devoir compter le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Une probabilité, si elle est répartie de façon uniforme, c'est-à-dire si elle est équirépartie, s'il y a autant de chances d'avoir un résultat qu'un autre, la probabilité d'avoir un événement donné, c'est le nombre de résultats possibles. Donc on va le noter ainsi, cardinal. Cardinal de résultats possibles, enfin de résultats favorables, pardon, ceux qui vont répondre à la question, sur le nombre de cas possibles. Alors, le nombre de cas favorables. Combien de fois vais-je pouvoir avoir que finalement, en tirant ces 3 dés, je ne tombe jamais sur le 1 et sur le 2? Alors, vous pouvez réfléchir par vous-même pendant 5 secondes. J'arrête la vidéo pour essayer de voir quelle est la solution. Voilà, vous pouvez revenir avec moi. Donc, dans les 6 cas pour lancer le premier dé, ça ne doit jamais tomber sur le 1 ou le 2. Ça veut dire qu'on aura 4 cas. Lorsque je vais lancer la deuxième fois, pareil, je ne dois pas tomber, quels que soient les cas d'avant, je ne dois pas tomber sur le 1 et le 2. Donc il y aura 4 fois 4 cas. Et lorsque je vais tirer la troisième fois, c'est encore pareil. Je ne devrais pas tomber ni sur le 1 ni sur le 2, ça fera 4 fois 4 fois 4. Sur le nombre de résultats possibles, mais comme on l'a vu ici plus haut, il y en avait 6 fois 6 fois 6, c'est-à-dire 6 au cube. Donc la réponse, ça va être 4 au cube sur 6 au cube. Ce qui fait encore 2 fois 2 au cube divisé par 2 fois 3 au cube. Je vais pouvoir simplifier comme ça à la même puissance les deux qui sont là. Ça me fait 2 au cube sur 3 au cube, ce qui fait 8/27. Voilà. Et donc, si j'ai trouvé la probabilité pour que x soit égal à 6 égale à 8/27, eh bien j'aurai l'autre cas, c'est que la probabilité, puisque dans tous les autres cas on va perdre 3 zéros, la probabilité pour x est égale à moins 3, ce sera
la probabilité de l'événement contraire, donc 1 moins la probabilité pour que x soit égal à 6. Ce qui fait donc 1 moins 8 27e, ce qui fait 19 27e. Et j'ai donc une loi de probabilité où je vais avoir d'une part les cas possibles pour ma variable aléatoire, c'était de perdre 3 euros ou d'en gagner 6. Et la probabilité de réaliser ça, la probabilité que le gain x soit égal à k, eh bien on vient de déterminer que pour perdre moins 3 euros, j'avais 19 chances sur 27, et pour gagner 6 euros, j'en avais 8 sur 27. Donc ça, c'est la loi de probabilité de la variable aléatoire x qui compte les gains du joueur. Voilà, donc on nous demande ensuite, dans la petite question 2, c'est que vaut l'espérance mathématique de cette variable? Eh bien, vous savez, d'après l'application de la formule, qu'il faut faire la somme des cas, des montants qu'on peut obtenir, fois leur probabilité respective. Donc ce sera 19 27e fois moins 3, plus 8 27e fois 6. Et si vous prenez votre machine à calculer et que vous arrondissez un petit peu ça, ou bien que vous calculiez d'une façon plus systématique et que vous écriviez la réponse sous forme de fraction, vous trouvez que ce sera moins un tiers. Et donc si vous arrondissez à 3 décimales, ce sera 0,333. Avec évidemment un moins. Et pour la variance, ce sera la même formule qui est appliquée pour l'espérance quelque part, c'est-à-dire les cas possibles, avec les gains qu'on va avoir, mais cette fois-ci pris au carré, multiplié par la probabilité respective. Donc ce sera 19 27e fois moins 3 au carré, plus 8 27e fois moins 6 au carré, ce qui nous ferait, une fois tout calculé, soit vous prenez la machine, soit vous le faites à la main, vous faites comme vous voulez, 152 neuvièmes. Et donc, comme variable associée à la variance, nous avons toujours l'écart type. Et donc l'écart type, c'est la racine carrée de la variance, qui sera donc égal à la racine carrée de 152 sur 9, ce qui fait encore 2 fois la racine de 38 sur 3. Voilà. Et donc ainsi, vous avez bien déterminé la loi de probabilité des gains du joueur, et puis déterminé l'espérance mathématique et la variance. Alors l'espérance mathématique vous donne quelque part la moyenne de ce qu'il va gagner, donc ce n'est pas un jeu très favorable au joueur, il va perdre en moyenne. Et la variance V de x vous donne la dispersion des gains autour de la valeur moyenne. La variance et en particulier l'écart type. Donc la moyenne, c'est une variable de position qui nous donne grosso modo la moyenne, ce qu'on va gagner en moyenne. Et l'écart type, c'est la dispersion autour de cette moyenne, de combien on va pouvoir varier autour. Voilà, et ceci termine cette méthode 1 qui était d'utiliser une variable aléatoire et donc d'en déterminer la loi de probabilité et l'espérance et la variance. Alors, pour la méthode 2, il s'agit d'utiliser un arbre pondéré. Alors, l'exercice proposé est le suivant. Dans un sac, il y a 100 pièces de monnaie, dont 30 sont truquées et 70 sont honnêtes. Une pièce truquée, respectivement honnête, amène face avec la probabilité 0,6, respectivement 0,5 lorsqu'on la lance. On prend une pièce au hasard dans le sac, on la lance. Quelle est la probabilité qu'elle amène face? Voilà. Alors, comment résoudre ceci? Eh bien, on y vient tout de suite. Donc l'exercice de méthode suivant consiste à utiliser un arbre pondéré. Et donc ce qu'on nous dit, c'est que dans un sac, il y a 100 pièces de monnaie. 100 pièces de monnaie, dont 30 sont truquées. Donc on va ici avoir des pièces truquées, et 70 sont honnêtes, c'est-à-dire non truquées. Voilà, une pièce truquée respectivement honnête amène face avec la probabilité 0,6. Donc d'une pièce truquée, on va pouvoir avoir un face avec une probabilité 0,6. Et d'une pièce honnête, respectivement donc, une pièce non truquée, on va avoir une probabilité d'avoir un face de 0,5. Lorsqu'on la lance.
On prend une pièce au hasard dans le sac, on la lance, quelle est la probabilité qu'elle amène ça? Donc voilà la question pour cette méthode. Voilà, donc déjà ici, si je veux indiquer vers les pièces truquées, on savait qu'il y avait des 100 pièces de départ, il y en avait 30 qui étaient truquées et 70 qui étaient honnêtes. Ça veut dire 30 sur 100, ce qui fait une probabilité de 0,3 d'avoir des pièces truquées, et 70 qui sont honnêtes, donc non truquées, ce qui veut dire une probabilité de 0,7 d'avoir des pièces non truquées. Voilà. Et vous voyez le début de la réalisation de l'arbre. Alors quand on veut dessiner un arbre, la méthode est celle-là, effectivement. Au départ, on part de l'univers. Le fait de tirer une pièce truquée va me donner la probabilité de tirer cette pièce truquée. Et le fait de tirer une pièce non truquée, pareil, va nous donner la probabilité correspondante. Donc je vais ouvrir mon arbre avec deux branches en donnant leurs probabilités respectives. Ensuite, que j'ai tiré une pièce truquée ou non truquée, ce que je vais regarder, c'est si elle tombe pile ou face. Donc je vais avoir en fait face ou non face. Dans chaque cas, face ou non face. Et on nous dit dans l'énoncé que la probabilité d'avoir face, sachant qu'elle est truquée, c'est un certain nombre. Et bien ça, c'est écrit comme la probabilité d'avoir face, sachant qu'elle est truquée. Et si je suis l'autre branche, ce sera la probabilité d'avoir non face, sachant que la pièce était truquée. Et je vais avoir pareil en dessous. Pour arriver finalement ici, à l'événement T et F, c'est-à-dire la pièce était truquée et face, T et non F, non T et F, non T et non F. Voilà donc la façon de procéder en général lorsqu'on veut construire un arbre. Après cet arbre, on va toujours le lire de ce qu'on appelle la racine vers l'extrémité des branches. Donc la racine, ça va être l'univers. Et puis on va vers l'extrémité des branches. Et chaque branche va porter la probabilité de l'événement de l'extrémité, qui est conditionnée par la probabilité de l'événement de son origine. Qui plus est, après, quand on va lire un arbre, la probabilité affectée à chaque chemin, qui consiste à plusieurs branches, elle produit des probabilités rencontrées sur chaque branche. Donc je reviens à mon arbre de départ. Effectivement, j'avais 100 pièces. Sur ces 100 pièces, il y en avait 30%, je vais l'écrire ainsi, 30% qui étaient truqués. Il y en avait 70% qui étaient non truqués. Sur les truqués, on m'a dit qu'il y en avait une probabilité de 0,6 que ça devienne face. Et on m'a dit qu'il y avait une probabilité 0,5 pour qu'elle devienne face lorsque j'avais tiré précédemment une non truquée. Alors on se rend compte effectivement qu'on a bien défini les choses avec les truqués et les non truqués. On avait dit qu'il y a 100 pièces qui sont truquées, 70 pièces qui sont non truquées. On avait bien que la somme des pièces était égale à 100, ce qui traduit bien le fait que de chaque nœud part des branches dont la somme des probabilités vaut 1. Alors pareil, après si on part maintenant de la situation où j'ai tiré une pièce truquée, si j'ai 0,6 chance d'être face, c'est que j'en ai 0,4 d'être non face. Et lorsque je partais de la situation des non truqués, si j'ai 0,5 en probabilité d'être face, eh bien j'aurai 0,5 également d'être non face. Et ça va me donner en finale la probabilité d'avoir T et F, T et non F, non T et F, non T et non F. Et la question qu'on me demandait, c'était de savoir quelle était la probabilité d'avoir finalement une pièce face. Alors si je regarde dans les réalisations que j'ai ici, eh bien, j'aurai la probabilité d'avoir une pièce face ici et là. Et donc si je suis les règles de l'arbre, je vais avoir la multiplication des probabilités rencontrées sur chaque chemin, qui va me donner lieu à la probabilité en bout de chemin. Donc pour avoir la probabilité d'avoir face,
ici, je vois que j'ai deux trajets possibles. J'ai la probabilité d'avoir t fois la probabilité d'avoir f, sachant que j'ai t, plus j'ai un deuxième chemin possible, qui sera la probabilité d'avoir non t, fois la probabilité d'avoir face, sachant que j'ai eu non t. Voilà, donc ça c'est une formule des probabilités totales, et j'exprime maintenant ce que valent chacun de ça. Alors la probabilité d'avoir t, on avait 0,3. La probabilité d'avoir face, sachant qu'on avait t, c'était 0,6. La probabilité d'avoir une pièce non truquée, c'était 0,7. Fois la probabilité d'avoir une pièce face, sachant qu'elle était non truquée, c'était 0,5. Donc au final, 0,3 fois 0,6, ça nous donne 0,18. Plus 0,7 fois 0,5, ça nous donne 0,35. Ce qui fait au total 0,18 plus 0,35, ça fait 0,53. Et voilà, on a répondu à la question. Et dans la méthode 3, nous allons jouer avec les probabilités conditionnelles. Voici l'énoncé. Dans un pays, il y a 2% de la population contaminée par un virus. On dispose d'un test de dépistage de ce virus qui a les propriétés suivantes. La probabilité qu'une personne contaminée ait un test positif est de 0,99, ce qu'on appelle aussi la sensibilité du test. La probabilité qu'une personne non contaminée ait un test négatif est de 0,97. Ça, c'est la spécificité du test. On fait passer un test à une personne choisie au hasard dans cette population. On note V, l'événement, la personne est contaminée par le virus, et T, l'événement, le test est positif. Question, quelle est la probabilité que le test soit positif? Quelle est la probabilité que la personne soit contaminée? Donc les conseils lorsqu'on aborde un petit exercice de cette espèce-là, c'est tout d'abord, eh bien, puisqu'on a ici, on joue avec des probabilités conditionnelles, il y aura un arbre, généralement. Nous allons construire l'arbre pondéré. Ça, c'est déjà une première chose. Sur cet arbre pondéré, nous allons indiquer quels sont les événements respectifs qui arrivent, avec leurs probabilités. Et enfin, pour analyser cet arbre et répondre aux questions, ce qu'on va faire, c'est simplement écrire les probabilités conditionnelles et les probabilités totales. Donc bien se rappeler de ces deux formules pour pouvoir répondre. Donc dans le cas présent, qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, de la population de départ, on aura les personnes qui sont virusées, qui ont été données dans l'énoncé comme étant 2%, donc 0,02 chance, entre guillemets, d'être virusé. Et donc, puisque la somme des branches issues d'un nœud est égale à 1, nous aurons 98% de la population qui est non virusée, donc une probabilité de 0,98 ici. Qu'on soit virusé ou non virusé, on va subir un test qui sera, lui, positif ou non positif, dans les deux cas, positif ou non positif. Et on nous dit que si on est virusé, la chance qu'on ait un test positif, c'est de 0,99, c'est 99%. Donc, par la somme des branches est égale à 1 à l'issue d'un nœud, nous aurons une probabilité de 0,01 sur l'autre branche. Et on nous dit aussi dans l'énoncé que la chance d'avoir un test négatif, si on n'est pas virusé, c'est 0,97. Et donc, l'autre branche portera la probabilité 0,03. Ce qui est un test, en fait, qui est pas mal spécifique, qui est bien désigné. La sensibilité et sa spécificité sont très bons. Alors, dans cet arbre, nous obtenons donc les événements ici virusé et avoir un test positif, virusé et le test est non positif, non virusé et test positif, non virusé et test non positif. Voilà, chacun avec une probabilité correspondante. La première question qu'on pose, c'est la probabilité finalement que quelqu'un ait eu un test positif. Alors, on voit dans le cas qui nous occupe ici que la probabilité d'avoir un test positif, c'est le premier chemin tout en haut, là-bas. Donc, c'est la probabilité d'avoir VT. Mais on a aussi le cas d'avoir la probabilité non VT, ici. Donc, en écrivant cela complètement, on aura que la probabilité d'avoir un test positif, ce sera la somme de la probabilité d'être virusé et d'avoir le test positif, plus la probabilité d'être non virusé et d'avoir ce test positif. Ce qui fera en utilisant les probabilités, conditionnelles et la formule des probabilités complètes,
Donc ça, c'est la formule des probabilités complètes qu'on va splitter en probabilité conditionnelle. Donc c'est la probabilité d'être virusé fois la probabilité d'avoir un test positif si on est virusé, plus la probabilité d'être non virusé fois la probabilité d'être positif si on est non virusé. Ce qui va nous faire finalement 0,02 fois 0,99 plus 0,98 fois 0,03. Ce qui, lorsqu'on fait le calcul et qu'on arrondit à la troisième décimale, nous donne 0,049. Voilà. La deuxième question qu'on nous pose, c'est finalement quelle est la probabilité d'être virusé sachant qu'on était positif. Donc ça, c'est la probabilité conditionnelle. Probabilité d'être V sachant T. Alors, par définition des probabilités conditionnelles, ça, c'est la probabilité T et V divisée par la probabilité de T. Alors, la probabilité de T et V, c'est la probabilité qu'on a sur le premier chemin, ici. D'accord? Donc, ça va être 0,02 fois 0,99 divisé par la probabilité d'être positif qu'on vient de déterminer, qui est 0,049, ce qui nous donne une probabilité de 0,402. Voilà. Et donc ainsi, en construisant l'arbre, en voyant de quels événements on parle et en écrivant nos probabilités totales, la formule des probabilités totales et la définition des probabilités conditionnelles, on a répondu complètement à cette question. Voilà pour les méthodes. Donc si c'est bien clair pour vous, ben passez tout de suite aux exercices. Sinon, revoyez les méthodes s'il y a un point qui vous semble un petit peu obscur. Voilà, à bientôt pour les exercices.